Bonjour à tous. Euh, donc, c'est avec grand plaisir qu'on vous accueille, Nolan et moi, plus nos intervenants, pour traiter de ce sujet qui nous concerne tous et qui a pour but de nous aider dans notre futur quotidien, hein, même dans notre quotidien D'accord. actuel. Trois thèmes. On a trois thèmes qu'on va traiter. Le premier thème, ça va être la communication qu'on a mis en place à l'instant T. Là. Qu'est-ce que vous mettez en place? Qu'est-ce qu'on propose de faire pour arriver à garder le lien avec les adhérents du club? Ensuite, le deuxième thème, c'est les solutions proposées en compensation. Donc, qu'est-ce que vous utilisez? Peut-être des cours à distance, peut-être des séances de physique, etc. Et la dernière, c'est les idées qu'on va pouvoir partager pour que la reprise soit la meilleure. Peut-être que ça peut être l'adaptation des formules, peut-être que ça peut être des cours supplémentaires, des stages gratuits, etc. OK? Donc, on va commencer avec une intervention de Vincent qui va nous parler, donc un peu, comme il l'a dit, de cet écosystème financier qui se casse un peu la gueule, hein, on ne va pas se mentir, et de l'impact que ça peut avoir sur le monde du tennis. Donc, Vincent, tu as libre parole sur ce sujet. Tu peux y aller. Libre parole, on va essayer de respecter à chaque fois 2 minutes. Hein. Je Ouais. sais que ça peut faire peu, mais ouais. J'ai mon boss qui me demande d'être très concis à chaque fois, donc je commence à être habitué. Gaz. C'est parfait. Allez. Écoute, c'est hyper intéressant comme sujet parce que j'étais au téléphone. En fait, on est dimanche, mais on se rend compte que le dimanche aujourd'hui, c'est comme un lundi ou un mardi en période de confinement. Donc, on arrive à connecter avec pas mal de coachs et pas mal de présidents de clubs et pas mal de magasins aussi. Nous, en tant que marque, on est dans un écosystème qui est économique, forcément. Et évidemment, pour vous donner un ordre d'idée, le chiffre d'affaires d'une marque comme la nôtre, au mois d'avril, c'est 0 €. Donc, ce sont des chiffres catastrophiques et qui nous empêchent d'investir pour le tennis français, puisque les marques contribuent à l'investissement du tennis français. Quand on donne des dotations aux clubs, quand on donne des dotations aux coachs, on le fait aussi pour que le tennis vive et pour que les marques vivent. Je vous avoue qu'aujourd'hui, je suis assez inquiet et que ce genre de débat, d'échange en tout cas, est vraiment intéressant parce que je pense qu'on peut repartir de manière plus forte ensemble dans cet écosystème parce que le nerf de la guerre, c'est la pratique du tennis. Que ce soit les marques, les enseignants, les clubs, on a besoin que les gens jouent au tennis. Je ne sais pas comment va se passer la reprise. Personnellement, dans ma société, on repart plutôt sur une reprise à début septembre. On est assez inquiet sur juin, juillet, août, pour être tout à fait honnête. Même si le déconfinement se fait au 11 mai, on n'est vraiment pas confiant par rapport au fait que ça reprenne. Je crois que pour nous, sur le marché français, il y a un événement qui va être déterminant, et ça l'a toujours été, c'est Roland-Garros. Pierre Doumerou, président de la Ligue Occitanie, ou Eric, aussi à son niveau, ou tous les présidents de comités, ou les gens qui travaillent dans des structures fédérales, pourront nous le dire. Si Roland-Garros a lieu au mois de septembre, que ce soit fin septembre, début octobre, ça sera une formidable opportunité pour tout le monde, pour les clubs, pour les présidents de clubs, pour les enseignants, pour les marques, vraiment de générer de la valeur ajoutée. Mais si on n'a pas Roland-Garros, je vous avoue de vous à moi que je suis un peu inquiet. Je suis un peu inquiet parce que je pense que le pouvoir d'achat des gens va baisser. Il y a beaucoup de gens qui ont été mis au chômage technique, voire partiel. Et le système économique est assez compliqué en ce moment. Donc, je lance un peu une bombe un peu dans ce milieu fédéral, mais sans Roland-Garros, et je ne parle même pas des aides financières de la fédération vers les clubs, mais sans Roland-Garros, je suis un peu inquiet vraiment pour notre écosystème. Voilà, je voulais vraiment intervenir sur ce point-là, spécifiquement. J'espère que j'ai tenu les 2 minutes au-dessus. Oui, un petit peu plus, mais c'est pas grave. Allez. Pas grave. Bon. Non, en tout cas, merci. C'était vraiment, ouais, enfin, c'est hyper intéressant d'avoir ton point de vue. Je pense qu'on est tous conscients que Roland-Garros, ça représente une grosse partie de l'économie du tennis français. Mais là, concrètement, que toi, qui connaisses les chiffres, viennent les amener, voilà,
ça accentue encore plus ce point. Ok. Donc, sur la deuxième personne à intervenir, Nolan. Donc, est-ce que tu peux juste rappeler le thème 1, s'il te plaît? Comme ça, là, on a fait… Communication mise en place à l'instant T dans les clubs. Communication. Voilà. Donc là, tous les intervenants, ils vont essayer d'intervenir sur ça. Restez bien dans le cadre. Donc, on va commencer avec Seb, qui va nous parler de ce qui se passe dans son club et de comment son club communique, que ce soit avec les adhérents ou dans le bureau. Il y a des outils qui existent, en fait, qui sont un peu des outils parallèles qui permettent, voilà, par exemple, très concrètement, voilà, de faire du mailing ciblé, c'est-à-dire vraiment pour pouvoir communiquer vraiment au public les informations importantes. Donc, on travaille pas mal là-dessus. Donc, quotidiennement, quelque chose d'autre. Alors, nous, on le fait déjà depuis un petit moment, mais c'est vrai que là, on essaye d'appuyer encore plus, c'est-à-dire qu'on utilise énormément les réseaux sociaux. Alors de toutes sortes, hein. Donc nous essentiellement sur Facebook et Instagram, on s'est rendu compte que c'était un vecteur de communication qui avait un intérêt. Alors par contre, qui ne touche pas tout le monde, hein. Faut être très clair là-dessus. C'est un vecteur de communication, il y en a d'autres. Nous, l'intérêt, c'est qu'on arrive en fait à trouver plusieurs vecteurs de communication pour essayer de toucher le plus grand nombre. Donc on fait du mailing, on travaille sur Facebook, on travaille sur Instagram. Ça, je parle vraiment pour les membres. On a mis en place notamment vraiment pour le privé avec nos membres des lives Facebook qui leur permettent en fait un petit peu comme là de pouvoir poser des questions concrètes sur qu'est-ce qui se passe, comment ça va se passer, est-ce qu'on a des nouvelles fédérales, etc. etc. Ça a aussi l'avantage du coup, de recréer un petit peu un lien avec les gens en fait, qu'on ne voit pas, donc c'est assez sympa. En interne, on utilise, comme là aussi, avec les dirigeants, on utilise beaucoup les nouveaux outils de visioconférence qu'on utilisait finalement très peu. On faisait beaucoup de réunions sur place. C'est pas toujours évident d'avoir tout le monde. Et là, on se rend compte que ça marche très bien, c'est-à-dire que les gens répondent présents. Et donc, il y a des outils qui permettent de continuer à finalement travailler. C'est-à-dire que nous, c'est une période aussi qui nous permet de pouvoir travailler sur des nouveaux projets et essayer d'imaginer d'autres choses qui pourraient être hyper intéressantes pour la suite. Et c'est un petit peu comme ça qu'on continue, entre guillemets, à garder le lien à la fois avec les adhérents et puis aussi entre nous, entre les dirigeants et évidemment toute l'équipe PEDA. L'équipe PEDA, on essaye chacun a des rôles bien précis. On essaye de faire des réunions très régulières et pour essayer de travailler sur divers projets. Ok. Merci Seb pour ton intervention. On va continuer avec Sandrine, donc, qui va nous parler de ce qui se passe dans son club, pareil, entre les membres du bureau et avec les adhérents. Alors, moi, je ne vais pas être originale, hein. J'utilise également le mailing ciblé. Effectivement, ça a été… on a réagi dans l'urgence puisque du jour au lendemain, dès le vendredi 13 mars, la mairie nous a fermé toutes les installations sportives. Donc, aussitôt, ça a été du mailing ciblé. Ensuite, nous, on utilise beaucoup le Facebook du club. Alors, je poste des vidéos, je leur demande aussi de mettre des photos, je fais des montages. On essaye de garder un peu le lien avec tous les adhérents, les faisant participer à des challenges, à des… concours, challenge. Avec ma présidente, je communique beaucoup par téléphone également. Et qu'est-ce que je peux dire, je leur transmets aussi toutes les infos qui émanent aussi de la Fédé, des ligues, du comité. Donc c'est vrai que sur le Facebook du club, je mets beaucoup d'informations, que ce soit des petits jeux ou des petites vidéos, des montages vidéo, que des informations des instances fédérales. Ok. Voilà. Moi, je vais juste revenir un peu là-dessus. C'est vrai que moi, je vois ce qu'un peu Sandrine, elle fait. Elle propose plein de petits jeux, de concours, celui qui fait le plus de jongles, tout plein de jeux comme ça. Moi, je trouve que c'est une super bonne idée pour garder un lien avec ses adhérents. Là, on peut faire le lien avec une vidéo qu'on a fait ensemble. C'est avec le tennis virus. Hein.
Le tennis Ouais, virus, ouais, c'est ouais. le petit challenge qu'on a présenté sur le site avec Olivier qui est présent en plus, qui a créé ça, voilà, pour challenger ses adhérents, pour challenger ses joueurs, ses joueuses, pour les stimuler. Voilà. Je vous invite à le regarder sur le site, là. C'est Tennis Virus. Et bon, ensuite, après Sandrine, donc, Donc, on va passer à Audrey. Audrey qui sort de réunion toute la semaine. Donc, bon, moi, je vais vous dire un peu ce qu'on a fait au sein du comité Haute-Garonne, hein. Je pense qu'il y a eu deux directeurs de club. Donc, moi, je vais plutôt passer à la partie qu'on a mis en place. Donc, depuis cette semaine, en fait, et on avait fait d'autres choses avant, on a mis en place des visios de présidents de club. Donc, l'idée de ces visios, on bloquait à 10 présidents par visio. Et c'était d'échanger, je dirais, sur 3 thèmes principaux. Bon, tout d'abord, un petit peu ce qu'on fait là, hein, c'est-à-dire comment les clubs s'organisent sur la partie confinement. Donc là, on se rend compte, ça regroupe, pareil, je ne vais pas répéter ce que Sébastien et Sandrine ont dit, hein, Oui. beaucoup de challenges, de défis, de choses comme ça. Donc je pense que nos profs ont quand même été imaginatifs. Deuxième chose, nous, dans le cadre de notre soutien, il y avait une partie importante sur le statut des enseignants. Donc, être sûr que nos clubs aient toutes les solutions pour la gestion du chômage partiel, pour la gestion de leurs employés. Donc, ça, c'était un soutien important pour nous. Et troisième point, c'était un point sur comment on envisage l'avenir. Donc, peut-être que je n'en parle pas là, mais ça sera le troisième point, je crois. Ouais, c'est ça. Donc, on a gardé ce lien avec nos présidents et ça a été très bien vu. Là, en 2 semaines, on aura vu 60-70 présidents de club. Donc voilà, et ça complète évidemment la communication qu'on a pu avoir avec eux par mail aussi, par téléphone. Je pense qu'il y a eu une première partie où les gens ont subi un petit peu le confinement et ont voulu des informations très techniques, très ciblées. Et maintenant, on est vraiment dans une phase de réflexion où on échange beaucoup plus avec les clubs pour se dire comment on prépare l'avenir. Très bien, merci. Okay. Merci Audrey. Moi, pour l'instant, on réfléchit à la commission communication à l'après. C'est-à-dire qu'on n'est pas autant de T, on est autant de T plus 2. Alors, on va proposer, par exemple, au bureau de ligue une action qui va s'appeler alors on anime, alors on rouvre son club. C'est donc des actions qu'on va aider des clubs par des petites aides en faisant une sorte de jeu concours pour les clubs, pour comment ils vont réanimer, et donc bien entendu avec le rôle des DE à la rentrée. Et un autre axe qu'on peut utiliser, c'est par exemple utiliser que le tennis est un sport sans contact. Je crois que les contacts, le rugby, etc., vont souffrir à la rentrée par rapport à la physionomie de leur sport. Et je crois que nous, il faut peut-être utiliser notre spécificité où c'est plus facile d'avoir des gestes barrières, etc. Je mettrai en avant 3 actions. La première, c'est que nous avons voulu en profiter pour proposer des formations de juge-arbitre. Donc sur l'Occitanie, grâce au LIFT fédéral, nous avons mis en place une formation donc par e-learning. Et donc sur le JAT1, donc juge-arbitre de tournoi, on a eu 350 candidats. On verra s'ils passent tous l'examen. Et sur le JAE1 des équipes, on a eu plus de 400. Voilà, ça c'est la première partie. La deuxième partie, elle est plus personnelle. Donc ce sont les lives que je fais et pour lesquels j'essaie, grâce aux rares informations que j'ai, de vous en faire profiter sur les divers documents administratifs pour avoir des aides ou diverses infos qui concernent la vie des clubs. Et puis la troisième chose, c'est qu'il faut que vous sachiez qu'il y a des dirigeants de clubs également qui essaient d'animer un peu et de garder le contact avec leurs membres. Alors les uns jouent au piano, les autres font des petits sketchs humoristiques, les troisièmes donnent simplement et demandent des nouvelles. Mais voilà, ils sont là aussi et comme vous, ils attendent quand même assez vite le fait qu'on puisse revivre notre sport. Alors, au niveau de la Ligue d'Occitanie, le 13, quand nous, on était en tournoi, un petit tournoi ITF, 15 000 $, le jeudi après-midi, 16h30, coup de fil de la Fédé. Les parties en cours se terminent et on ne lance pas les matchs après. Donc, tournoi terminé. Vendredi matin, réunion du bureau, déjà, on fait un Skype ou je sais plus, ou un Zoom peut-être, je ne sais plus. Et on décide donc toute la mise en place du chômage partiel, de la fermeture des clubs, d'appliquer les recommandations fédérales, puisqu'il y avait eu COMEX le vendredi matin 13.
Et on rentre chacun chez nous avec une feuille de route. C'est ne pas stopper la communication entre nous. 2, entre élus. 2, chaque salarié, CED, conseillers départementaux, sportifs, partait avec la mission pour les CED de contacter dans l'espace à l'époque on avait prévu 2 mois, on est dans les 2 mois, on n'était pas loin, de contacter tous les dirigeants de club, tous les présidents de club. Les CST, eux, devaient contacter les enseignants, DE, DES, discuter avec chacun, ne pas rompre le lien, créer des groupes WhatsApp et discuter ensemble. Tout ça pour simplement garder le lien, de préparer la sortie, mais on y viendra tout à l'heure. Et juste, non, je voulais dire un mot financier puisqu'il en a été question et que c'est très important. Les 35 millions annoncés par la Fédé, 35 millions, une partie financée par la Fédé, une partie financée par les ligues, une partie financée par les comités. Donc on ne sait pas encore à quelle hauteur, on ne sait pas encore si c'est la Fédé qui va flécher directement, si on va remonter à la Fédé, si on va flécher directement ligue vers les clubs, vers les enseignants libéraux, vers les événements, vers tout l'écosystème qui aurait perdu. Je veux dire qu'effectivement aussi, par rapport à l'écosystème et notamment à tous les professionnels, à toutes les marques qui travaillent avec nous, avec les clubs, avec les comités, avec la Ligue, et particulièrement celles que nous avons en partenariat, on ne les oublie pas parce qu'on sait aller les voir quand on a des besoins. Ils viennent nous voir aussi, ils sont bien contents de travailler avec nous. Mais je crois que cette crise, elle va nous obliger à encore plus de solidarité. C'est-à-dire que le gagnant-gagnant, aujourd'hui, il n'est pas que la Ligue et le fabricant de textiles ou de raquettes. Le partenariat, il va être obligé de s'étendre. C'est-à-dire qu'on va inclure dans toute notre démarche jusqu'aux joueurs, jusqu'aux licenciés. Parce qu'on a fait un peu d'élitisme et aujourd'hui, cette crise va nous ouvrir les yeux sur une nécessaire solidarité, sur du sociétal, sur du social, sur tout ce qu'on négligeait un peu. Et je crois qu'il va y avoir d'énormes difficultés économiques, y compris pour nos licenciés, y compris dans les clubs. Donc, on va avoir une obligation de plus grande solidarité. Je crois que ça, c'est la rentrée de septembre ne sera pas la rentrée de septembre 2019. Ça va être, à mon avis, différent. Fab, toi, alors je voudrais te poser la question un peu différemment parce que bon, tu es formateur, donc tu es indirectement lié à tous les clubs des élèves que tu as en formation. Donc, à mon avis, tu sais ce qui se passe dans les clubs et dans beaucoup de clubs, d'ailleurs dans toute la France, parce que tu dois avoir des élèves qui viennent de toute la France. Déjà, vous, en tant que centre de formation, donc je fais sport et formation à Aix-en-Provence, comment vous vivez ce moment de crise? Comment on le vit? On le vit comme tout le monde, quoi, hein. On s'adapte, vous venez de le dire. Donc, en fait, ce qu'on a mis en place, c'est beaucoup de formations digitalisées. Donc, on avait déjà le produit, donc on a encore plus utilisé. Dans le contact, on essaye d'avoir un contact régulier avec nos formés au quotidien, ce qui est important. Donc voilà, hein, visio, on passe sur plateforme, on envoie tout ce qui est documents, production. Bon, on continue la formation. La formation, elle ne s'est pas arrêtée. Ce qu'on s'inquiète un peu plus, c'est par rapport aux ouvertures d'écoles qui ne vont pas se faire peut-être, parce qu'on dit le 11 mai, mais je pense que ça a été un peu un effet d'annonce, ça. Parce que on travaille aussi avec des écoles, donc on a des directeurs d'école qui nous contactent. Et la problématique, c'est qu'eux-mêmes, ils ne savent pas comment ils vont réouvrir. On a aussi des dirigeants de clubs qui sont médecins. Donc là, pour le coup, eux aussi, ils ne savent pas comment ça va se passer. Donc en fait, vis-à-vis de tout ça, en fait, donc on est plus embêté sur les passages d'évaluation qui vont se faire. Alors l'UC1, UC2, je pense que ça parle à beaucoup de monde qui sont sur cette plateforme. Ça ne va pas être un souci. Mais après, maintenant, on est sur des vidéos, on est sur du public qu'on doit fournir. Et là, ça va poser des problématiques par la suite. Mais bon, voilà comment on essaye de maintenir la formation, quoi. Bien que ça soit une formation de terrain, que ça soit contraignant, aussi bien pour les formateurs. Pareil, pour donner un peu des informations, nous, vis-à-vis, on est et Éducation nationale et ministère des Sports. Parce que nous, on est CFA, mais on n'a pas que le tennis. On a aussi des BPGEPS, APT, on a des BPGEPS voile, on a d'autres activités sportives. Ça fait qu'on a une palette, en fait, de ce qu'on peut voir
Sur les autres activités sportives, en fait, ce qu'on peut voir vis-à-vis de la communication, bon, on sait on va prendre une des plus fortes récessions depuis 1945. Hein. Ça, les chiffres le montrent, moins 8% de croissance, 36% d'économie en moins. Donc, ce qu'on voit sur les autres sports, c'est qu'en fait, il y a, par exemple, sur la voile, ils ont pris le pari en fait, de travailler sur des réseaux de communication avec la santé, tout de suite. Bon, nous, on est un sport, et je rejoins Philippe Bielou là-dessus, on est un des sports les plus propices à la reprise. Enfin, ça, c'est mon avis, ce que je veux dire. Parce que déjà, le filet, on a une barrière déjà physique qui est le filet. On est un sport d'adresse et non pas un sport de contact. Donc, je pense sincèrement qu'on a vraiment une carte à jouer sur la communication. Du coup, là, on a fait intervenir donc, tous nos intervenants, si je ne me trompe pas. Hein. C'est ça. Tout le monde est intervenu. Donc, on va ouvrir le débat de 10 minutes. Je suis Olivier Di Lorenzo, je suis directeur sportif de la lycée Tennis Padel à Aix-en-Provence. Je ne vais pas poser de questions pour l'instant. Si je peux reparler après, pas de problème. Ouais, en fait, dans notre club, dès le début du confinement, on a mis en place avec mon collègue de Rognac, Jérôme Santillot, le tennis virus. Et on a tout de suite été actifs en mettant en place des challenges avec nos adhérents et aussi en leur envoyant des vidéos pédagogiques sur les réseaux sociaux. Et après, on a essayé de développer le truc à travers d'autres clubs. Il y a d'ailleurs Monsieur Fossier de la Marne qui nous a beaucoup aidé sur ça et qui a développé le tennis virus. Et après, on est allé au-delà. C'est-à-dire que moi, par exemple, dans mon club, on est parti aussi sur Zoom et on a fait un quiz géant qui s'est d'ailleurs déroulé hier et où on a repris un contact visuel avec les adhérents. On a fait beaucoup de lives sur Facebook, des lives de conditions physiques. Et la prochaine étape, c'est la création d'une radio-télévision AUC Tennis Padel. Et le prochain invité, c'est Arnaud Clément. Voilà, il y a des actions comme ça simples à faire. On a des outils de travail pour rebondir. C'est vrai que la reprise va être très difficile, mais il faut se battre et il faut trouver toutes les solutions. Et moi, je suis persuadé qu'on va y arriver. Et dès le départ, nous, ce qu'on a fait, c'est mettre en place des plans d'action sur toutes les hypothèses de reprise, qu'elles soient en mai, en juin, en juillet, en septembre. Bonjour à tous. Merci Anthony et Nolan pour ces échanges déjà que vous avez apportés. Je me présente en 2 mots. Je suis prof de tennis dans le Tarn-et-Garonne, dans le 82. Voilà. Moi, par rapport au confinement, j'ai créé en fait avec Word une base de données que j'ai envoyée à tous mes adhérents via Adoc. Donc, dans ce document, ils peuvent retrouver des liens utiles que l'on peut utiliser grâce à Internet, des livres à lire sur le tennis, des films à voir sur le tennis. Voilà, tout ce qui est possible de faire depuis chez nous sur le tennis. Voilà, permet donc d'avoir le virus pour le coup du tennis et d'utiliser tout type de support attrait au tennis. Voilà, ça c'est essentiellement ce que j'ai fait. L'avantage, après c'est facile pour envoyer avec Adobe, on envoie directement à tous les adhérents. Et j'ai l'objectif aussi d'utiliser à fond la vidéo pour échanger avec eux. D'accord. Voilà. Je trouve ça complètement génial. Donc, Gilles, il nous fait le plaisir d'être là. Donc, merci à toi, Gilles, de venir nous rendre visite. Donc, j'ai préparé 2 questions pour Gilles, parce qu'il ne peut pas rester tout le long de l'échange avec nous. Donc, Gilles, j'ai une première question pour toi. Est-ce que tu peux nous parler de ce qui est mis en place dans la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes en cette période de confinement et ce qui est prévu pour la reprise, ce que vous avez prévu aussi pour la reprise? Bonsoir à tous. D'abord, je voudrais saluer tout le monde. Ravi d'être là. Malheureusement, je suis entre 2 visios, donc je suis vraiment navré de venir et de repartir. Je suis ravi d'être avec vous. Je suis, vous le savez, moi aussi enseignant de tennis. J'ai joué un petit peu aussi avant en compétition, mais c'est surtout dans ma position de président de ligue, je vais témoigner pour vous dire qu'on a d'abord conservé les équipes techniques de la ligue Auvergne-Rhône-Alpes. On a conservé les équipes techniques en activité déjà quasiment les 3 premières semaines, quasiment à 100%, pour répondre aux attentes des clubs.
derrière, on a un taux de chômage partiel qui est très faible. Idem d'ailleurs en Occitanie, pour maintenir cette relation avec les clubs, avec les enseignants également. Et puis derrière, je vais vous dire un petit peu les synthèses des propositions qui ont été faites par nos équipes, nos conseillers sportifs territoriaux qui sont venus contacter leurs enseignants. Alors, vous l'avez dit, j'ai entendu un petit peu, mais il y a eu beaucoup de décalage de la fin de l'année, tout ce qui n'a pas été fait sur juillet, probablement. Alors, je dis probablement parce que j'ai beaucoup de réserves depuis le début de cette pandémie, parce qu'on ne sait pas très bien où on va, très sincèrement. Et j'entends tout et son contraire en permanence. On annonce des circuits, on annonce des choses. Et puis finalement, on a beaucoup de doutes sur la façon dont on va sortir d'un confinement. Est-ce que nos clubs vont être ouverts? Un exemple très concret, dans le Puy-de-Dôme, la présidente du Puy-de-Dôme m'a appelé hier. Les collectivités ont dit et annoncé qu'ils n'ouvriraient pas les clubs dans le Puy-de-Dôme. Le Puy-de-Dôme, c'est Clermont-Ferrand pour certains, n'ouvriraient pas les clubs avant septembre. Donc ça, c'est une décision des collectivités, sans savoir si on allait sortir de la pandémie ou pas. Donc, restons tous prudents sur la façon dont on va en sortir, quand et comment. En tout cas, il y a eu effectivement le décalage. Si jamais on pouvait sortir normalement et ouvrir nos clubs assez vite, des stages qui seraient offerts pendant les vacances pour compenser les journées des enfants, des animations de fin d'année qui seraient offertes. Là, je vous donne la synthèse de ce que nos clubs en Auvergne-Rhône-Alpes ont remonté. Une réduction sur la cotisation 2020-2021 qui serait faite par les clubs, et puis offrir la possibilité à des membres de la famille non adhérents de venir jouer au club. Voilà, donc des gestes, on va parler je ne vais pas rentrer dans le détail, mais de gestes commerciaux, surtout pour la saison 2021. Ce que je veux vous dire, c'est que le métier, et je le dis souvent dans la relation qu'on a sur la formation, sur les enseignants que je viens de voir, sur les tuteurs qui sont autour de nos enseignants qui sont en formation, on est dans de l'humain. La priorité, c'est l'humain. Donc, je ne vais pas dire que apprendre le coup droit, le revers, ce n'est pas important, c'est très important. Mais on est dans l'humain et votre rôle et votre mission, il est dans le contact. Et surtout dans une période comme ça où les gens sont parfois ont une très bonne réaction et savent réagir et savent se préparer. D'autres ont plus de difficultés à s'organiser et sont tellement… je veux dire, c'est un coup fort qui est asséné au club en ce moment. Il y a des clubs qui vont très très bien réagir et très bien s'en sortir. Il y en a d'autres qui vont avoir de grosses difficultés. Et votre rôle et notre rôle, moi je me considère comme un enseignant quand je vous parle, c'est de créer ce lien, ce tampon, et puis d'aller à l'écoute des clubs, trouver des solutions. On va être dans un geste commercial quoi qu'il arrive. Donc on va avoir à combler un déficit, même si on sait qu'on n'est pas dans l'obligation ni de rembourser la cotisation, ni de rembourser la licence. On ne sera pas dans l'obligation légale sur le plan de la loi, mais en revanche, on sera dans l'obligation d'avoir un geste commercial, d'accompagner nos clubs. Et ça, c'est grâce à vous. Alors, quand je dis vous, c'est pour moi, il y a un tandem gagnant, c'est le président ou l'équipe dirigeante et l'enseignant. Et quand ça fonctionne, mais là, c'est vous qui êtes en relation avec beaucoup de monde et c'est à vous de faire ce tampon-là en attendant de pouvoir reprendre. Et je ne sais pas très, très sincèrement de quelle manière et à quel moment on va pouvoir reprendre. Bon, merci beaucoup Gilles d'être intervenu pour tes réponses. Je crois que tu as pleinement satisfait la personne qui t'avait posé la question et l'ensemble de l'audience. Merci beaucoup. Je sais que tu ne peux pas rester forcément plus longtemps, mais en tout cas, ça a été vraiment un plaisir et un honneur de t'avoir parmi nous. Merci à vous. Merci Gilles. À très vite. Merci Gilles. Ciao Gilles, bye bye. Avec le thème 2. Donc le thème Allez, 2, c'était, je vais l'annoncer, c'est les solutions qui sont proposées en compensation. Premier intervenant sur ça, j'avais noté Audrey. Ouais, on commence avec Audrey. Sur les solutions, comme je l'ai dit, on a beaucoup échangé avec les dirigeants. Ça a été peut-être dit tout à l'heure, mais il y a pas mal de solutions pour prolonger l'école de tennis.
Donc, prolonger l'école de tennis jusqu'à mi-juillet, fin juillet, pour compenser tous les cours qui n'ont pas pu être faits. La priorité aujourd'hui des clubs, c'est vraiment de réanimer via des animations, faire jouer leurs adhérents et pas spécialement, moi le retour que j'ai, pas spécialement mettre en place notamment des tournois. Donc je vois pas mal de clubs qui vont annuler des tournois pour privilégier la vie de club. Ensuite, il peut y avoir tout ce qui est la notion de stage, donc proposer des stages. On a un certain nombre de clubs qui proposent déjà des stages, donc peut-être une période de gratuité sur une journée, une demi-journée, et même sur la saison prochaine. On a des clubs qui se projettent en se disant on offrira des stages à la Toussaint en février pour essayer de compenser ce qu'on a manqué cette année. La possibilité aussi de créer des animations supplémentaires. On a des clubs où il y a juste la notion d'adhérents, donc ces personnes-là ne prennent pas de cours, mais les clubs se disent on va essayer de leur proposer des nouvelles animations pour compenser des animations qui n'étaient pas prévues. Et dernière chose, certains clubs réfléchissent aussi à proposer à leurs adhérents des invitations supplémentaires, des cotisations pour des amis, pour des conjoints, pour compenser aussi ce qui n'a pas pu être fait et se dire on fait un geste un petit peu commercial. On a très peu entendu la notion de remboursement. Nous, on essaye de un petit peu le bannir et plutôt trouver des solutions et proposer une nouvelle activité. Et certains clubs se disent, si vraiment on n'a pas le choix, comme aujourd'hui on n'a pas la visibilité exactement de quand on pourra reprendre, peut-être que ça arrivera, mais ça sera vraiment en dernier recours. Voilà. Ok, merci. De toute façon, je pense que on t'a fait commencer parce que tu étais la plus proche d'un grand nombre de clubs. Donc, je trouve ça hyper intéressant. Ou davantage pour la saison prochaine. Je crois que c'est très important de proposer 10% sur la carte l'année prochaine, 20%, 15%, 30%. Ça, c'est les dirigeants de clubs qui vont le décider. Mais il faut à tout prix offrir quelque chose. Si on rembourse une partie de la cotisation à quelqu'un qui vient, on n'est même pas sûr de le retrouver à la rentrée. Si on lui donne un coupon de réduction de 20%, on peut peut-être le retrouver. Donc, il faut d'abord, ne pas rembourser. 2, par contre, envisager de suite des avantages, des reports. Et moi, tout à l'heure, je disais que le report des séances qui n'ont pas eu lieu en mai-juin, il faut à tout prix, si on peut les faire du 15 juin au 15 juillet, on essaye, je ne suis pas très sûr, mais plutôt essayer de commencer, au lieu de commencer au 5 septembre, au 10 septembre, au 15 ou 20 septembre, on commence au 25 août. 25 août, ça sera une rentrée particulière, je crois qu'il faudra être prêt. Et puis, quitte à continuer pendant les vacances de Toussaint, qui après tout sont encore propices pour jouer au tennis, même à l'extérieur, dans certaines régions. Donc là aussi, il faut être innovant. Il faut surtout qu'on fasse passer des messages d'innovation et de réflexion pour être proactif vis-à-vis de nos licenciés, pas attendre qu'ils arrivent, mais proposer des choses nouvelles et surtout penser à des compensations. On va continuer donc avec Seb. Oui, écoutez, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites. Moi, si je vais un petit peu dans, on va dire un peu plus concret, parce que c'est vrai que le corps de notre métier, ça reste la PEDA, ça reste l'enseignement, et c'est vrai que on est un peu privé de ça concrètement. Donc, on essaie, nous au club, on essaie de travailler. Alors, on a déjà une enseignante en fait qui a fait le test, et on essaie de travailler, on essaie de réfléchir en tout cas. Ça peut paraître un peu étonnant et bizarre, mais on commence à faire des cours en visio. C'est-à-dire, je m'explique, alors plutôt sur des publics de tout petits. Nous, au club, on a beaucoup de très petits. On a 130 enfants de 3 et 4 ans, par exemple. Ce sont des enfants qui travaillent sur des petits formats, donc ils sont habitués à jouer sur des tout petits espaces. Et effectivement, confinés à la maison, il est possible en fait de pouvoir, avec l'aide des parents évidemment, mais on peut tout à fait mettre en place des mini-séances avec le coach notamment. Donc là, on a fait le test. On a d'ailleurs partagé une vidéo Facebook là-dessus sur notre site, sur notre Facebook, pardon. Et en fait, ça permet de garder du lien,
de faire des séances, d'impliquer les parents aussi. Et en fait, avec ça, du coup, on a partagé aussi une cinquantaine de vidéos. Donc, on a créé une plateforme vidéo avec plein d'exercices pour les plus petits au départ, mais qui peuvent après être adaptables pour tout le monde. Donc, ça, c'est vraiment sur l'espace concret voilà, de pédagogique, on va dire. Ouais, top, ouais. Oui, de toute façon, ça paraît très logique. Sandrine, à toi. Alors, moi, je vais rejoindre un petit peu ce qui a été dit aussi. C'est qu'on ne parle pas de remboursement au niveau des avoirs non plus, mais plutôt aller vers des actions de fidélisation, donc prévoir des animations très conviviales, pourquoi pas avec apéro, des doubles surprises, organiser des TMC, la journée des copains, ensuite prolonger l'école de tennis s'il en est possible en juillet et peut-être août aussi, reprendre l'école de tennis un petit peu plus tôt du coup, et je rejoins aussi je ne sais plus Sébastien, faire également les préinscriptions le plus tôt possible pour avoir un peu une idée. Oui, bonjour à tous. Parfait. Moi, je suis président d'un club dans le Puy-de-Dôme, donc à peu près 600 licenciés. Juste pour préciser, une animation supplémentaire, ou en tout cas une solution qu'on a élaborée, enfin envisagée en tout cas, c'était les matchs libres, organisés entre les groupes d'écoles de tennis ou même des adultes 4e série, puisque les matchs libres sont ouverts aujourd'hui, organiser une mini-compétition entre eux pour relancer un petit peu ce partage. Pour revenir sur les compensations qu'on envisage chez nous aujourd'hui, donc on est un peu comme ce qu'on fait ce soir là, on élabore des idées, on partage des idées au sein du bureau. Tout dépendra de la durée réelle du confinement. Si on reprend début juin ou en septembre, ça ne sera pas du tout la même chose en termes de volumétrie et si on envisage une réduction tarifaire, si on doit faire un cinquième de la saison ou la moitié de la saison, ça ne sera pas forcément la même chose. Autre idée, nous, on veut aussi voir ce que font les autres clubs autour de nous. On a 5 clubs qui sont à moins de 10 km. S'ils font énormément de réductions, on fera la même chose. S'ils ne font rien, ça peut nous donner nous aussi un avantage. Et puis aussi voir ce que font les autres sports. Donc, quelqu'un a parlé tout à l'heure des clubs de gym, des clubs de sport, mais bon, ils ont un statut qui est vraiment celui de l'entreprise. Nous, à SOS, que va faire le foot, le rugby chez nous qui est très développé. Donc, voilà. Et puis sur l'aspect financier, je pense qu'avant d'envisager des solutions, il faut aussi voir ce que les clubs peuvent faire. Parce que baisser les cotisations pour l'année prochaine, c'est sûr, il faudra le faire. Mais est-ce qu'on pourra baisser de 30%, de 40% nos cotisations? Il faudra qu'on fasse un point financier, sachant que la partie sponsor sera très difficile à obtenir. La partie tournoi sera amputée. Et les subventions, on ne sait pas trop ce que ça pourrait être. Donc, effectivement, je pense qu'il faudra tous les clubs devront faire un point financier pour adapter leurs solutions financières, en tout cas. Voilà. Alors, moi, si je peux juste rebondir là-dessus, je pense que le fait d'analyser la concurrence directe et indirecte, c'est tout à fait juste, hein, comme dans tout projet de développement qu'on veut mener dans un club. Tous les enseignants ici, c'est de l'UCA. Hein. Simplement, je me demande si en fait on n'a pas intérêt à ce que les mairies elles organisent des réunions entre tous les présidents de clubs d'une même commune, de tous les sports différents, pour essayer en fait de se donner des idées mutuelles d'un sport à l'autre. Alors forcément, on n'aura pas les mêmes problématiques et ça c'est sûr. Mais est-ce que justement, c'est pas le moment d'essayer de créer une entraide plutôt qu'une concurrence acharnée entre les associations d'une même commune? Après, je disais voir ce que fait la concurrence et aussi peut-être s'entendre avec les autres clubs alentours pour adapter les mêmes solutions, pour pas qu'il y ait d'écart et un langage commun. Très honnêtement, moi, je fais partie donc mon club fait partie d'un regroupement de clubs un peu plus important. On est 5 à se partager une structure communautaire couverte.
c'est déjà très compliqué au quotidien. Alors effectivement, la crise peut amener une entraide qui n'existe pas jusque-là, mais voilà, c'est pas simple au quotidien à gérer. Non, c'est sûr. Ok, merci Pierre. Merci à vous. Allez, donc du coup, on enchaîne avec le dernier thème. Donc, on en a déjà un peu parlé, quelles sont les idées qui peuvent émettre de ces moments de réflexion pour avoir une meilleure reprise possible? Ok, Nolan, tu peux annoncer la personne. Alors, on devait commencer avec Audrey, mais je ne la vois plus. Oui, elle est là, je l'ai vue, Audrey. Ah, d'accord. Oui, je suis là. Effectivement, je n'ai pas grand-chose à rajouter. On en a donné pas mal d'idées pour la rentrée. Moi, je voudrais juste rajouter que j'ai eu aussi un retour d'un club qui a profité de ce moment de confinement pour préparer pour la rentrée des fiches individuelles pour chacun des enfants d'école de tennis. Donc, on est très souvent un petit peu la tête dans le guidon. On a des difficultés à faire un bilan individuel. Et voilà, j'ai un club qui a mis en place ça et qui a mis en place aussi en parallèle vraiment un programme, je dirais un ruban pédagogique pour l'ensemble de son équipe pédagogique avec 30 fiches de séances individuelles pour la saison prochaine. Donc voilà, comme j'ai précisé des actions avant, ça c'est deux choses qui me paraissaient intéressantes et du coup qui a été fait par des enseignants de club. C'est top. Quand tu parles de fiches individuelles, Audrey, tu parlais de fiches individuelles personnalisées des adhérents. Tu peux me redire exactement ce que c'est? Ouais, des fiches de suivi avec tout ce qu'on connaît, les TTCA classiques, pour permettre d'avoir un bilan individualisé que peut-être les profs font pendant les cours, mais vraiment une fiche par écrit qui est fait dans nos ligues pour le suivi des meilleurs, mais qui est souvent pas fait dans nos clubs par manque de temps. Ok, d'accord, très bien, oui. Très bien. Allez. On va enchaîner donc avec Pierre. Après, attends, juste avant que tu prennes la parole, Pierre, là, je vous partage l'écran. Solution proposée en compensation, c'est qu'est-ce qu'on faisait maintenant. Mais quand on parle d'offrir des stages, on ne fait pas maintenant, en fait. Donc, c'était un peu lié les deux, reprise d'activité optimale. Vous comprenez? Voilà. Mais c'est pas grave, ça va se mêler. Vas-y, Pierre. Alors moi, je crois que le préalable déjà pour la reprise, ça va être de communiquer sur toute la garantie sanitaire qu'on va pouvoir apporter, offrir, garantir à tous les jeunes qui vont venir, à tous les parents qui vont venir, leur dire, ben voilà, nous on a mis ça en place, les gestes barrières, c'est notre priorité, parce que la crise, elle sera peut-être atténuée, peut-être, j'espère, finie, mais au cas où ça ne serait pas totalement éteint, je crois que tout le monde sera tellement traumatisé qu'on va nous observer, nous scruter sur ce qu'on a mis en place pour assurer la santé déjà des gamins et ensuite des adultes. Donc il va falloir qu'on soit très, très précis dans tous les gestes barrières, qu'on soit bien communicant sur tout ce respect. Et ensuite, je crois surtout qu'on devra, vis-à-vis de tous nos enseignants, de vous tous qui êtes là, bien communiquer entre nous avec les conseillers de développement et ensuite, après, avec les dirigeants de club sur cette nouvelle rentrée qui ne sera pas une rentrée comme les autres. Donc, bien entendu, je suis complètement d'accord avec mes trois collègues d'Occitanie. Juste, j'ajouterai par rapport à Eric, Roland Garros doit être un vecteur important. Si on a la chance que Roland Garros existe et que se déroule à cette époque-là, je crois qu'il faudra faire des actions dans les écoles de tennis, dans les clubs vis-à-vis de Roland Garros. Alors, je ne sais pas, c'est des grands écrans, si on a la chance qu'un Français gagne 2 matchs en suivant. Je ne sais pas, mais faire des animations apéro, comme a dit tout à l'heure Sandrine, en utilisant Roland Garros pour faire toujours pareil, l'idée que je dis depuis le début, faire revenir les familles dans les clubs. Donc, surfer sur la vague de Roland Garros. Allez. On va enchaîner donc avec Seb. Oui, alors moi je suis très content. Donc j'ai écouté M. Doumerou et qui rejoint un petit peu ce qu'a dit Gilles Moreton tout à l'heure. Moi je pense que la clé de la réussite de la rentrée, ça va être de remettre au goût du jour
le binôme, en fait, le binôme enseignant, voilà, équipe salariée, équipe dirigeant. C'est-à-dire qu'on ne peut plus fonctionner comme on a fonctionné pendant des années, avec soit des dirigeants voilà, qui dirigeaient seuls, on va dire, des structures, ou alors d'autres voilà, où ce sont des salariés qui… Voilà, je pense que c'est hyper important qu'il y ait une vraie osmose entre ces deux équipes. Ça me paraît hyper important que les salariés, en tout cas les directeurs sportifs ou les enseignants qui travaillent énormément dans les structures, fassent partie des réunions de comité, donnent leur avis. Ce n'est pas le cas partout, hein, il faut être très clair aussi. Moi, je suis dans un comité qui est pourtant un comité avec des structures qui sont importantes, et c'est le cas. On a des directeurs sportifs qui ne font pas partie des décisions, qui ne font pas partie de ces réunions-là. Et je pense que là, on le voit, c'est-à-dire que là, on a besoin de tout le monde. Dans ces moments-là, on a besoin évidemment des élus, on a besoin des dirigeants, mais on a aussi besoin des enseignants, et on voit que ça passe par là. C'est-à-dire que toutes les bonnes idées, ça vient du terrain. Il faut être très clair, tout va partir des clubs. On va enchaîner avec Sandrine. On finira avec Fabrice, comme d'habitude. Bah oui. On fera une équipe qui gagne. Alors moi je dirais que la première chose à laquelle faut penser, c'est sur les conditions de sortie du confinement. Pour notre activité, il faudra continuer certainement à gérer les risques de propagation, donc mettre en place les gestes barrières appropriés. Et ceci pour pouvoir recommencer, les cours, mais aussi recommencer la compétition. Alors, je ne sais pas si vous avez eu connaissance du tournoi que va mettre en place Patrick Mouratoglou, oui, qui va démarrer le 16 et 17 mai. Donc, il recommence un tournoi. Il a prévu 50 matchs et donc les ramasseurs auront des gants. Les balles auront des marques pour chaque joueur. Enfin, il a mis tout un contexte pour justement qu'il y ait… qui respectent ces gestes de barrière. Donc, pourquoi pas, nous, dans les clubs, pouvoir recommencer de cette façon aussi. Donc, en fait, ouais, alors sur ce sujet, moi, en fait, j'ai eu une réflexion parce que, en fait, bon, moi, comme je disais, je venais du milieu d'entreprise, et dans les entreprises, on regardait beaucoup les niveaux sociologiques, en fait. On a entendu le mot sociologique. Donc, j'ai fait une étude qui porte sur ce qu'on appelle les spirales dynamiques. Ça doit penser sur l'évolution de la société. Et en fait, on est dans une société, bon, on le sait tous, vis-à-vis très emprunt aux règles, très emprunt très administrativement au niveau de l'État, etc. Et ce qui m'a amené à avoir une réflexion et un parallèle en fait avec le tennis pour l'idée de la reprise et des reprises les meilleures possibles. Actuellement, on peut constater qu'en fait, dans les clubs, moi je le vois, on a beaucoup de règles pour faire du tennis. Ce que je veux dire, on doit payer une adhésion, on doit passer, même l'environnement impose des règles, et je pense que de ce côté-là, en fait, le Covid a amené d'autres règles. En fait. Donc, on surcharge en fait toute cette dynamique en fait de restriction. Et en fait, dans les clubs, la réflexion et le parallèle, c'est qu'il y a un élargissement en fait de ces règles, donc un assouplissement à l'envers de la liberté de venir dans les clubs un peu peut-être. Et c'est là où il va falloir peut-être, je ne sais pas, mais assouplir au niveau des horaires, pouvoir avoir des accès. Alors, ça existe, hein, tout existe déjà. Mais sauf qu'il est bien d'en parler sur une communauté et avoir plus de liberté sur l'accession à ce sport, et même au niveau pédagogique, qui sommes dans la formation, repenser peut-être à un moment cette démarche pédagogique qui est toujours de l'observation. Je ne refais pas les items de la pédagogie ou de son processus, mais à un moment la repenser peut-être sous forme d'atelier pour éviter les contacts au sein même de l'enseignement en fait, dans les clubs, même sur les sens de rotation, enfin plein de choses qui peuvent se faire, mais sous la notion toujours de peut-être un peu enlever des règles que finalement on a déjà dans la société actuelle et que le Covid nous a rajouté par-dessus au niveau des règles d'hygiène. Et je pense qu'il n'y a pas d'outils. Moi, je n'ai pas forcément d'outils. Hein. Il n'y a personne qui sait comment on peut faire. Il y a plein d'idées, mais au moins qu'on parte d'une essence même, en fait. Et l'essence même, c'est s'il y a beaucoup de règles, si on est de couleur bleue, enfin, ceux qui veulent un peu s'enseigner sur la spirale dynamique, ils verront de quoi je parle. Il faut quand même un peu enlever ces règles, redonner de la place à la liberté et d'accession à notre sport, et au niveau de la pédagogie et au niveau sur les terrains, au niveau des démarches pédagogiques avec les enfants, assouplir un peu tout ça sur peut-être des formes d'ateliers qui existent déjà, mais peut-être repenser ça en fait. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus.
Je vais te... Bonsoir à tous. Jean-Baptiste, donc je suis enseignant au tennis club de Pibrac. Voilà, donc ça fait à peu près 20 ans que je donne des cours, pas là-bas, mais dans plusieurs clubs. Et en fait, on voulait faire, nous, avec mon collègue, mon équipe enseignante, un partage d'expérience aussi qu'on a pu mettre en place depuis le confinement. Également d'autres idées, donc vous les soumettre et savoir ce que vous en pensez. Ouais. Le premier, c'était avec le groupe WhatsApp. En fait, on a en Haute-Garonne un groupe WhatsApp par secteur. Donc, nous, forcément, notre secteur, on a un groupe WhatsApp. Et un truc qu'on aimerait bien faire, nous, à notre club, ça serait vraiment de faire directement une réunion Zoom avec tous les enseignants en direct pour qu'on puisse vraiment créer du lien tout de suite. Parce que, bon, là, par message, c'est plus compliqué, mais par vidéo, ça va être plus réactif. Ensuite, nous, par rapport à ce que vous avez proposé sur les animations supplémentaires, on y croit énormément. On croit énormément que maintenant, les gens ne viennent plus forcément que pour jouer au tennis dans nos clubs. Donc, on croit vraiment à ce lien là-dessus. Donc, on va proposer encore plus d'animations pendant l'année, pendant les week-ends. Voilà, donc moi, j'ai la chance de ne pas bosser le week-end dans mon club. Mais j'ose imaginer qu'avec la situation qui arrive en ce moment, j'irai bénévolement, a priori, donner des coups de main à mon club. Et quelque chose aussi qu'on n'a pas parlé, et je voulais avoir aussi votre ressenti. En fait, je vais créer une vidéo tous les dimanches à mes adhérents pour leur donner des nouvelles en direct. Parce qu'en fait, ils ont vraiment, a priori, besoin d'avoir des infos concrètes. Et le fait de faire une vidéo voilà, de 5 à 10 minutes pour qu'on puisse leur dire, voilà, la Fédé nous dit ça, nos dirigeants nous disent ça, voilà où on en est. Et je pense que les tenir au courant de manière hebdomadaire, ça permet forcément de créer du lien et d'avoir un rendez-vous avec eux, on va dire, simple et concret. Et enfin, un élément dont on n'a pas parlé et qui me paraît très intéressant, c'est communiquer avec son équipe pédagogique. Parce que là, on est entre enseignants, on va dire professionnels, entre DE, DES, etc. Mais nous, on a développé énormément l'équipe pédagogique l'année dernière. On a eu 18 pré-IF, IF et ANT au club. Et en fait, on a vraiment envie de continuer avec eux, de garder du lien. Et je pense que c'est un élément très important dans nos clubs. On n'en a pas parlé, mais pour moi, c'est primordial de garder du lien avec tout ça. Voilà, merci à tous. Merci JB de tout ça, là, de ce partage-là. Oui, bonsoir à tous. En fait, je voulais évoquer quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est un petit problème un peu juridique. On est dans la région parisienne, enfin je suis de la région parisienne et notamment de nombreux clubs, de nombreux présidents ont mis leurs enseignants en chômage partiel. Le chômage partiel implique malgré tout une perte financière quand on regarde bien tous les textes. Et c'est pour ça que je voulais juste aborder un petit peu ce souci parce que j'entends que des clubs ne souhaitent pas, alors je suis étonnée parce qu'un gros club comme Asnières, faire de remboursement ni même d'avoir, je suppose quand même que les enseignants ont dû être mis en chômage partiel et donc il va y avoir un petit conflit à ce niveau-là. Donc voilà, c'était ce sujet dont je voulais qu'on parle un tout petit peu. Parce que je pense qu'il va y avoir des soucis. Notamment, on demande, les enseignants qui ont été mis en chômage partiel, on peut leur demander de remettre tous les cours en juillet et août, et le chômage partiel peut être alors, à ce moment-là, remis en question. Est-ce que Seb, tu veux réagir sur ça ou les dirigeants? Je crois qu'il y a les dirigeants d'Asnières qui sont là, donc aussi peut-être. Alors oui, effectivement. Donc nous, je pense comme beaucoup de clubs, effectivement, donc les salariés sont en chômage partiel, qui normalement quand même doit compenser. L'État normalement doit compenser une large partie, justement, doit prendre en charge une partie de ça, ce qui va permettre justement de combler un petit peu les déficits, en tout cas les recettes qu'on ne va pas avoir, en fait, qu'on devait avoir pour les stages en avril, en mai, en juin, les tournois éventuellement, etc., etc. Donc, ça va permettre effectivement normalement de combler plus ou moins le trou. Maintenant, effectivement, on n'a pas encore ces chiffres-là. On a fait des demandes, chaque club fait des demandes. Voilà, donc on est pour l'instant éligible à quelque chose. Maintenant, est-ce qu'on va toucher exactement les sommes qu'on pense pouvoir toucher ? Je ne sais pas du tout. Et effectivement, pour l'instant, on navigue un peu à vue.
on ne sait pas les délais, c'est-à-dire qu'on ne sait toujours pas finalement quand est-ce que les clubs vont être payés, les associations, les entreprises, je pense qu'on est tous dans ce cas-là. Donc effectivement, pour l'instant, c'est un petit peu le flou. C'est pas sur le fait d'être payé. Ce que j'entends, c'est, admettons que ce soit acquis, qu'il y ait des remboursements, mais si vous n'avez pas de perte financière, ça risque de poser un problème. Alors justement, par rapport à ça, nous, en fait, c'est ce qu'on dit. En fait, c'est qu'à partir du moment où en fait, on va recevoir cet argent-là, c'est-à-dire qu'effectivement, finalement, le club va se retrouver avec des bénéfices, puisque du coup, ça peut éventuellement, ça peut compenser. C'est-à-dire que, puisque en fait, on a moins… Si on a un chômage partiel, c'est qu'il n'y a pas de bénéfice, on doit avoir une perte. Il faut justifier tout de suite, en fait. Il y a des dépenses en moins. Il y a beaucoup aussi de dépenses en moins finalement. Et du coup, à ce moment-là, c'est pour ça que nous, ce qu'on dit, c'est qu'on ne sait pas si on va pouvoir proposer des avoirs ou pas. C'est-à-dire que si on peut proposer des avoirs parce qu'il y aura à la fin de l'année des bénéfices pour le club, on fera des avoirs. Il est bien évident que si on se retrouve en déficit à la fin de l'année, il est clair, net et précis qu'il n'y aura pas d'avoir pour les membres l'année prochaine. Et ça, je pense que le comité directeur en est tout à fait conscient. Et je pense que les clubs vont aller dans ce sens-là. Si on n'a pas l'argent pour pouvoir faire des avoirs, on ne pourra pas le faire tout simplement. Et je pense que là, les membres, pour le coup, après, il faudra voir jusqu'à quelle mesure la solidarité nationale va rentrer en jeu. Est-ce que les gens vont accepter ça ou pas? Nous, on le voit, par exemple, très clairement. Sur 1500 personnes, ça va faire plus d'un mois qu'on est en confinement. Pour l'instant, on a 5 personnes qui nous ont demandé un remboursement. Donc, c'est très, très peu pour l'instant. Donc, après, à voir dans quelques mois, est-ce que ça va être le cas? Est-ce que les gens vont continuer à comprendre que c'est un effort de tous? Là, pour l'instant, c'est très difficile de savoir. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais pas trop. Bon. Non, s'il y a quelqu'un d'autre qui a des billes au niveau des présidents, peut-être plus… Pascal, je te vois lever la main. Ouais. Bonjour, Pascal Boyaval, je suis secrétaire générale au TCBB. Et en fait, je rejoins ce que dit Florence. On ne peut pas faire appel au chômage partiel quand on n'a pas une activité qui va perdre de l'argent. Je prends un restaurant ferme, il ne peut pas travailler, il n'a pas de rentrée financière, il passe au chômage partiel. Pour les clubs, en ce qui concerne l'activité des clubs, pour la partie qui est directement liée à la gestion des cotisations, si vous ne remboursez pas les cotisations, vous ne pourrez pas activer le chômage partiel. Voilà. Si, par exemple, vous organisez un stage au mois de mai, le stage ne peut pas avoir lieu, il ne peut pas donner à des rentrées financières, là, à ce moment-là, le chômage partiel pourra être activé. Mais pour tout ce qui a été financé par les cotisations ou des stages qui ont déjà été payés, le chômage partiel ne pourra pas être activé. Et en plus, il y aura des contrôles très stricts là-dessus. Donc, ça pose le problème, après, effectivement, de l'équilibre économique du club. Et donc, il faut faire les calculs de comment je vais atterrir sans chômage partiel et savoir quelle est la partie de l'activité que vous ne pourrez pas exercer et pour lequel vous n'aurez pas de rentrée financière, sur lequel vous allez pouvoir mettre en place le chômage partiel. Donc, c'est assez complexe, mais aujourd'hui, on ne peut pas cumuler non-remboursement et chômage partiel. Ça, c'est impossible. D'accord. Et donc, merci beaucoup, Pascal, pour ton intervention. Et du coup, merci beaucoup, Florence, pour la question. Parce que ça, c'était très important et très intéressant. Très important, oui. Oui, ça me semble essentiel, en fait, parce que c'est difficile de partir sur beaucoup de propositions comme ça si on n'a pas déjà cette… Alors, évidemment, ça n'intéresse pas tous les clubs parce que tous les clubs n'ont pas mis les enseignants au chômage partiel. Néanmoins, tous les clubs qui sont concernés, effectivement, ont mis les enseignants. Ça veut dire que les personnes sont en situation de ne pas travailler, mais font comme… Elles travaillent malgré tout. Je veux dire par là que le CD2I, moi je suis responsable sportif dans un club et j'ai autour de moi des CD2I. Ces personnes-là, si le chômage partiel fonctionne, l'URSSAF va rembourser donc le club pour ces 84% de net de ces enseignants. Ça veut dire que ces enseignants-là, on ne peut pas leur demander de remplacer l'été
les cours qui auront été, pour lesquels ils auront été, le club aura été remboursé par les URSSAF. Donc, en fait, il y a des données comme ça qui sont très importantes et que tout le monde doit avoir en tête afin de partir sur de bonnes bases pour que l'on retrouve la meilleure solution, enfin, la meilleure situation possible. Mais on a des problèmes, à mon avis, juridiques très précis que tout le monde doit connaître. Mais au niveau de la Fédé, on a enfin, il y a des informations qui sont passées assez claires hein, sur ces problématiques de mise en place de chômage partiel. Je crois qu'il y a eu des réunions et c'est redescendu au niveau des comités. Et donc, normalement, vous devriez avoir cette information-là assez détaillée parce que c'est un point qui va être important. Si les clubs espèrent toucher le chômage partiel, ils ne le touchent pas parce que justement, l'activité n'a pas été reversée aux membres. Là, il va y avoir des déconvenues en fin d'année assez conséquentes. Hein. Oui. On parlait des stages de rattrapage. Florence en a fait allusion. Les stages de rattrapage, si on n'a pas pu donner des cours à telle période, on les donne gratuitement à une autre période. Enfin, on n'est pas obligé de stipuler pourquoi on fait ces stages gratuits. On peut très bien offrir des stages gratuits, des prestations gratuites aux adhérents. Si le prof du club il décide d'offrir un stage, si le fait de stipuler que c'est un stage de remplacement, ça pose problème, on peut très bien offrir un stage comme ça sans stipuler que c'est un stage de remplacement. De nombreuses possibilités se présentent, évidemment. Je dis juste qu'il faut connaître les points juridiques. Hein. C'est tout. Bien sûr qu'il faut… on va donner, on va tout faire, il n'y a pas de souci, mais il faut juste les connaître. Mais ne mets pas en l'air, Florence, tout ce qu'on vient de dire, hein, parce que sinon… Absolument pas. Non, pas du tout. Hein. Ça n'a pas… Non, mais le problème, c'est qu'il est important, malgré tout, que tout le monde connaisse ces points. Bien sûr. C'est essentiel. C'est essentiel. On ne peut pas dire, bon, voilà, on est prof de tennis et on se moque de tout ce qui se passe au niveau juridique. Non. Bien sûr, c'est très chacun… important. Voilà. Très important d'en avoir parlé et je te remercie encore une fois d'avoir fait cette question-là. Bonjour tout le monde, hein, c'est un plaisir pour moi de participer à cette réunion. En fait, alors je m'appelle Gianni, je suis joueur de tennis professionnel, mais je suis aussi bénévole dans un club de tennis qu'on a en Guadeloupe qui vient d'ouvrir en fait la saison dernière. À l'époque, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait des animations pour pouvoir faire en sorte que les enfants viennent découvrir le tennis. Concrètement, aujourd'hui, tu fais un challenge sur la page Facebook du club où chaque enfant, peu importe qu'il soit du club ou pas, t'envoie une vidéo avec le petit challenge. Et le gamin, en fait, il a commencé à jouer au tennis chez lui. S'il lui suffit d'une raquette et d'une balle, le gamin, en fait, il peut commencer déjà l'activité chez lui en t'envoyant une petite vidéo de ce qu'il sait faire en jongle, de ce qu'il sait. Moi, je pense que c'est vraiment comme ça qu'on va arriver à continuer d'attirer du monde. Je pense aussi qu'il faut faire participer tous les adhérents qui sont déjà présents, c'est-à-dire leur demander de partager les vidéos du club, de partager toutes les publications que le club peut mettre en place. Pour moi, on peut continuer de faire jouer nos jeunes d'école de tennis chez eux et en plus de ça, pour attirer du monde, on peut proposer des challenges ouverts à tous. Les gens, ils se prennent au jeu, ils essayent de faire le maximum de jongles contre le mur chez eux, un truc comme ça. Ils se disent, mais tu sais quoi, à la rentrée, je vais au tennis, c'est trop bien. J'ai joué de chez moi. J'ai fait un concours virtuel avec des gens que je ne connais pas. J'ai rencontré du monde sur les réseaux. Bim, je m'inscris. Franchement, moi, je vois le truc comme ça. Moi, je suis d'accord avec toi, Nolan. Je pense que c'est une période où, en fait, on va devoir vraiment développer toute notre créativité. Quoi. Enfin, vraiment. Exactement. Et je connais un peu Gianni. C'est quelqu'un de très créatif. Donc, j'ai confiance en toi, Gianni. Gianni, ça t'aide, ça, tout ça? Comment ça? Ça t'aide, ces idées-là, ce partage-là? Oui. Moi, ça m'aide vraiment. En fait, j'ai vraiment mis les pieds j'ai vraiment mis les mains dans le cambouis du club en février. Je m'investis vraiment pour le club depuis février. Donc voilà, ça m'aide beaucoup, quoi. Et je voudrais rebondir en fait sur le projet de Mouratoglou. Je pense qu'on devrait tous encourager, surtout en ce moment, ce type de projet parce que c'est un projet qui va permettre de promouvoir encore le tennis et de maintenir les fans, je pense, en contact avec le tennis. Et je pense, ça se répercutera après sur les adhérents, je pense, ou sur les jeunes qui voudront. Ça leur donnera en tout cas envie de jouer au tennis après, quoi. Et c'est bien pour ça qu'on essaye aussi de maintenir Roland Garros, qu'on dit que ça va se faire. Pareil pour l'US Open.
Oui. Donc voilà, je pense qu'il faut que tout le monde soit uni là-dessus, quoi. Et là, on parle de séances qu'on fait à la maison, tout ça, qu'on arrive à leur proposer du contenu, mais derrière, comme on le disait tout à l'heure, on arrive à mettre en place de la compétition entre voilà, interfamiliales, on va dire, et du coup, on peut faire perdurer l'activité. Bon, évidemment, on peut le faire pendant un an, hein, mais bon, j'espère que pendant un an, on ne va pas être contraint de mettre en place des choses comme ça. Mais Il y a vraiment des choses à mettre en place, comme par exemple, je ne sais pas, faire des petits challenges avec des exercices précis et tout ça. Ça peut être lancé par les clubs aussi, ça, par exemple. Oui, c'est déjà le cas. Hein, c'est déjà le cas. Hein. Demain, moi, je sors une vidéo, hein, les gars. Olivier je sors une vidéo où il y a 4 challenges où on travaille de coordination, de motricité, de précision. Je veux la partager sur mon tennis. J'ai rien inventé. Moi, je suis le plus grand des voleurs. Hein. J'ai rien inventé. Hein. Je le mettrai, mais bien sûr. Tu verras, c'est assez intéressant. Et voilà. Mais je le partagerai évidemment, Olivier, comme d'habitude. Non, mais c'est intéressant, là, intéressant de mettre ça en place. Oui, c'est clair. Je te dis, Gianni, regarde ce qu'on a fait avec Olivier et son partenaire, Jérôme. Ils ont créé le tennis virus avec les challenges. On a fait une vidéo sur le site. Tu regarderas. Et il explique vraiment l'idée de partager le challenge, de faire bouger les gens dans cette période de confinement. D'accord, ok, ben je regarderai ça. Ouais, donc, d'abord, merci aux intervenants qui étaient là, qui sont restés là. Ceux qui sont partis, de toute façon, on a pu les saluer et les remercier. Et donc, merci à tout le monde d'être resté jusqu'à maintenant, d'avoir participé. Donc, vous allez retrouver le PDF plus le best-of de cette émission, voire même, je pense que je vais donner gratuitement aussi l'accès au replay complet pour que vous puissiez, pour que même ceux qui n'ont pas pu le voir puissent en bénéficier. Et je voudrais remercier en tout dernier donc Nolan, mon co-animateur, pour l'idée qu'il a eue et qu'on a pu agrémenter ensemble et faire ce qu'on a fait ce soir. Et je pense qu'on est à l'aube de très belles choses pour le tennis et vous aurez été les premiers à le vivre. Donc je pense que ça sera renouvelé assez souvent, des situations où c'est qu'on va pouvoir... Moi, c'est pareil. Je tenais vraiment à te remercier, tous les intervenants qui ont tout de suite répondu à mon appel sans aucun souci. Remercier tous ceux qui ont suivi aussi ce live, parce que pour l'instant, on avance un peu à l'aveugle. Enfin, on avançait tous à l'aveugle. On ne savait pas trop comment les gens ailleurs. Je trouve que le fait de retrouver des personnes comme ça, comme vous, on est tous passionnés. Les interventions à la fin de Florence, de Pascal, d'Olivier, d'Antoine, enfin je vais en oublier, mais de Gianni, moi je trouve que ça apporte aussi beaucoup. C'est pour ça qu'on voulait laisser du temps à tout le monde pour s'exprimer. Et concrètement, moi j'ai passé un super moment. Je pense qu'on va pouvoir aider du monde. Donc là maintenant, moi je compte sur vous pour partager quand ça sera disponible sur les réseaux sociaux, sur toutes vos pages de réseaux sociaux, de demander à vos contacts de partager ça, parce que je pense qu'on peut vraiment aider un plus grand nombre. Mais pour ça, il faut que la vidéo soit la plus visible possible. Donc là, ça va être la force de chacun et la solidarité de tout le monde du tennis qui va pouvoir faire en sorte que cette vidéo se partage. On va faire lever le stade. Allez. Voilà. Et évidemment, les choses vont évoluer au niveau du gouvernement et des annonces qu'ils vont nous faire, la fédération pareil. Et il y aura des choses à redire qui vont évoluer. Donc, on n'est pas à l'abri de se revoir dans 15 jours, peut-être, le dimanche après la sortie du confinement, et on rediscute ensemble. On rediscute ensemble vu les annonces, vu comment ça se passe, qu'est-ce qu'on fait réellement, qu'est-ce que toi tu fais dans ton club, tu vois. Et là, on rentre vraiment dans le vif du sujet. Ok. Donc ça, je pense que je vais le prévoir. De toute façon, c'est simple. Il y a un live tous les dimanches. Faut pas chercher à comprendre. Il y a divers sujets, des quiz, des sujets. Il y a de la prépa mentale qui arrive. Il y a un quiz du coup qui arrive. Et dimanche prochain, on est le dernier dimanche du mois et j'interviewe je fais intervenir les personnes que j'ai interviewées dans le mois. En fait, sur le site, tous les samedis, il y a une ou deux vidéos qui sortent avec des intervenants qui partagent une expérience. Et le dernier dimanche du mois, du coup, je les réunis et comme ça, les gens peuvent venir poser des questions et approfondir. Donc encore merci pour tout le monde. Et je vous dis à très très vite sur le site. Et donc mercredi, il y aura le best-of en ligne et le replay global, les 3 heures qu'on a passées ensemble. Voilà. Bravo. Merci beaucoup. Merci Merci. Merci à tous. Très enrichissant. Ciao.
Salut.